La librairie du Canal fête ses 35 ans. On va en profiter pour entrer dans cette librairie, vous faire découvrir ou redécouvrir ces lieux et cette librairie fantastique. Et puis, on va en profiter aussi pour vous donner d'excellents conseils de lecture. On y va. Bonjour Laurent Garin. Ça va bien? Très bien, et vous? Bah oui, alors vous êtes le patron de cette librairie. Oui, bienvenue déjà, bienvenue dans cette librairie qui fête donc ses 35 ans là cette année, en 2024. Ça ne nous rajeunit pas, mais... C'est ça. Alors moi, ça fait que 10 ans que je suis là. Mais vous connaissez l'histoire de cette librairie. Alors, racontez-nous comment ça a été créé. Alors la Genèse, en fait, ils ont construit Saint-Quentin en Yvelines, qui était une ville nouvelle à l'époque. Ils ont voulu faire une halle marchande. Donc au départ, il y avait donc cette librairie, et avec un marché, une travée au milieu, et des commerçants sur chaque côté. Mais à la base, la librairie s'est implantée directement dans le bâtiment qu'on voit là aujourd'hui. Alors elle était un peu plus petite, effectivement. Il y a toute une partie qui n'existait pas, elle faisait 400 mètres carrés. Mais lorsqu'elle a ouvert en 89, elle a été prévue dès le départ dans la conception du bâtiment. Ah d'accord. Mais on savait, 400 mètres carrés, c'était déjà pas mal. C'est déjà une grosse librairie, mais la ville nouvelle avait cette envie-là en fait d'implanter une librairie indépendante. Après celle d'Elancourt, donc Éric Cardin, donc mon prédécesseur et beau-père également, a donc monté d'abord le pavé dans la mare en 1975. Et la ville nouvelle voulait une seconde librairie indépendante, donc ils ont dédié ce lieu-là précisément. Et c'était le SAN à l'époque qui était le propriétaire des lieux et qui a implanté la librairie ici. D'accord. Alors lui, j'ai interviewé déjà, mais il croyait beaucoup dans la ville nouvelle. Hein. Exactement, oui, c'était un militant au départ, il accompagnait les jeunes dans la ville nouvelle, donc il a toujours eu cet aspect et cette forte imprégnation et implication dans la ville nouvelle, ouais, au niveau d'Elancourt et ensuite sur Montigny-Bretonneux. Et puis l'idée que la culture pouvait être en lien aussi dans une ville qui se crée. Tout à fait, une vraie passerelle, et donc il a continué aussi à Plaisir, avec sa 3e librairie qui est fermée aujourd'hui, mais voilà, le fait est qu'il a essaimé comme ça des endroits de culture et d'échange. Alors, en 35 ans, évidemment, bah, vous le disiez, la librairie s'est agrandie. Elle a évolué aussi au fil du temps, donc on a pris effectivement 200 mètres carrés en plus en 2003. Voilà. Et depuis 2003, forcément, il y a eu plein de changements, quoi, au gré du goût des lecteurs, au gré du goût des libraires, voilà, en fonction de nous, ce qu'on souhaite aussi. Il y avait une papeterie, il n'y a plus de papeterie aujourd'hui. Il y a un gros pôle, un gros plateau de manga aujourd'hui qui n'existait pas encore à l'époque. Voilà, la littérature, par contre, est toujours bien présente chez nous. La bande dessinée aussi, franco-belge est bien présente aussi. Voilà, la jeunesse aussi, mais oui, il y a beaucoup de changements depuis. Ouais. Alors 35 ans, c'est quelque chose hein, dans la vie de quelqu'un et dans la vie d'une librairie peut-être encore plus parce que on sait que c'est un métier qui est pas facile. Il va y avoir des événements pour fêter ces 35 ans? Alors oui, il va y avoir des événements tout au long de 2024, donc on va rencontrer des auteurs, on va forcément rencontrer aussi des éditeurs, parce qu'ils font partie intégrante de la chaîne du livre, et pour nous c'est important de discuter avec les éditeurs. Et le 28 septembre, donc on va faire une grande fête, une grande kermesse, qui devrait normalement se ponctuer par un concert de jazz, un quartet, autour d'un trombone et d'un contrebassiste. Et donc voilà, on va décliner un peu toute la littérature jusqu'au 28 septembre. Et 28 septembre, il y aura du jazz et je pense du hip-hop aussi, une troupe de hip-hop. Enfin, j'ai très envie qu'il y ait une troupe de hip-hop. Bah, le hip-hop, ça fait aussi partie de Saint-Quentin et de l'histoire de Saint-Quentin. Hein, donc, Bah oui, complètement, de notre culture. Donc voilà, de mêler du jazz, de la musique, de la littérature, voilà, ce sera un moment très festif où tout le monde sera convié. 28 septembre, donc il faut retenir cette date, c'est la grande fête au pavé du Canal. Moi, je veux juste en fait ajouter que des pôles comme ça d'entreprises de culture en Ile-de-France, il n'y en a plus beaucoup parce qu'on est quand même 22 salariés ici et que c'est un endroit de préservation de la culture effectivement française ou internationale, mais que des pôles comme ça, il y en a vraiment plus beaucoup et que les gens sont vraiment très impliqués en fait dans la sauvegarde de ce lieu et on le voit avec de la concurrence qui arrive ou que ce soit en physique ou en ligne aussi, mais on voit que les gens sont encore très impliqués sur la sauvegarde de ce lieu. Donc voilà, donc de répéter que ce lieu emploie 22 personnes. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on dise, parce que c'est vrai que la vie d'une librairie aujourd'hui, c'est pas facile, la vie du livre n'est pas simple, même s'il y a encore heureusement beaucoup de lecteurs, et vous avez fait en sorte voilà, de proposer quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes 22 salariés, combien de libraires? Il y a 12 libraires aujourd'hui. 12 libraires qui ont spécialisé souvent. Hein, d'ailleurs, on va en rencontrer quelques-uns qui vont nous proposer des conseils de lecture. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un lieu qu'on n'en trouve pas beaucoup en France, quoi.
Ben c'est ça. En tout cas, en Ile-de-France, on n'en trouve plus beaucoup, effectivement. Donc c'est un lieu qu'on essaye de préserver. On s'est recentré, nous, sur le livre, parce que c'était ça qui nous portait. Et en fait, on arrive encore à amener les gens à trouver des choses qu'ils n'étaient pas venus chercher. Et c'est en fait ça aussi que les gens viennent chercher, en fait. C'est un échange et un moment de convivialité avec le libraire et qu'ils ressortent, en fait, avec des choses qu'ils n'étaient vraiment pas venus chercher. On espère que vous serez là dans 35 ans encore. Ça souhaitait, ouais. Alors moi, peut-être pas. Mais qu'il y aura au moins quelqu'un, peut-être quelqu'un qui prendra votre place et que dans 35 ans, on pourra fêter les 70 ans du pavé du canal. Un passionné du livre, en tout cas, forcément. Ouais, forcément. Alors, on va faire des rencontres tout au long de cette émission. Des rencontres, vous disiez 12 libraires qui sont tous spécialistes, souvent un spécialiste d'un secteur particulier. Donc, on peut aller, quand on est client, on peut aller les consulter, leur demander des conseils. Et c'est ce qu'on va faire pendant cette émission, si vous êtes d'accord. On peut les questionner, oui, c'est ça, ouais. Et qu'il y ait un échange. Mais nous, on apprend aussi beaucoup, en fait. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le libraire apprend beaucoup des échanges avec les gens qui ont lieu durant tout le temps où ils sont dans la librairie. Ouais. Alors, rayon cinéma, c'est ça ? Rayon cinéma, c'est ça, Beaux-Arts, avec de la musique, du cinéma. Alors moi, donc, je vais vous parler du livre. Pour le coup, c'est pas du tout dans les Beaux-Arts, c'est plutôt des sciences humaines. Voilà, parce que je suis un très gros lecteur de sciences humaines à la base, et j'ai pas une formation, en fait, de sciences humaines, pas du tout. Moi, je suis plutôt scientifique, j'ai fait plutôt de l'électronique étant jeune, mais mes études étaient plutôt là-dessus, et j'écoutais beaucoup Daniel Mermet. Oui. Sur France Inter. Sur France Inter, sur Inter, à la base, si j'y suis. La base, si j'y suis. Voilà, donc c'était ma vingtaine, enfin on a tous eu 20 ans. Et il y avait plein de monde qui passait, et un jour, il y a un prof canadien qui passe, qui fait un reportage sur l'accès justement à la culture, à l'économie, à la philosophie. Et ça, vraiment, moi, ça m'a permis d'accéder à plein de choses derrière, en fait. Donc ce livre, c'est donc Normand Baillargeon, qui est donc prof de fac au Canada, qui a écrit un livre sur son petit cours d'autodéfense intellectuelle. D'autodéfense intellectuelle. D'abord, c'est un très joli titre. Ben oui, en plus, ouais. Et c'est illustré par Charles, donc d'autant plus, voilà. Mais Charles, il faut raconter qui était une des victimes des attentats de 2015 de Charlie. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, qui est édité dans une petite maison d'édition canadienne également. Et en fait, c'est un couteau suisse pour plein de choses qui permettent, en fait, d'appréhender, de comprendre et d'accéder à des données qui sont vraiment très compliquées des fois en économie, mais qui permet d'avoir du recul vis-à-vis de la donnée en fait. Et je prends souvent cet exemple une personne va en Australie, il passe en voiture comme ça, il voit un mouton blanc, et donc elle se dit finalement tous les moutons d'Australie sont blancs. Alors la personne lui dit non, en fait les moitiés de moutons, il y a un mouton dont la moitié est au moins blanche, après le reste on ne sait pas, et en fait c'est d'avoir un recul vis-à-vis de ce qu'on a, vis-à-vis de nos écrans, vis-à-vis des données qu'on a en profusion partout, et de comprendre en fait d'où ça vient et d'où on parle en fait. Que les choses sont plus complexes que parfois qu'on ne le croit. Qu'on le croit ou qu'on l'envisage, et ça a désacralisé beaucoup de choses, et donc ça m'a permis d'accéder après à Deleuze, à la philosophie, à Bourdieu, à plein de choses, et en fait c'est une porte d'entrée, quoi. C'est une porte d'entrée. Et souvent, quand je traîne dans le rayon sciences humaines, on me pose la question, voilà, j'aimerais bien lire un essai, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas comment, c'est hyper compliqué. Je dis, voilà, moi j'ai ce qu'il vous faut, c'est le petit cours d'autodéfense intellectuelle, et en fait, qui va vous ouvrir sur plein de choses, et sur l'économie aussi. Et on voit que l'économie peut être structurant sur le monde, et que ça donne les clés, en fait, de lecture de vraiment beaucoup de choses, quoi. Et ce bouquin-là est fait en fait pour les novices. C'est génial, c'est une initiation quoi, à la pensée quoi. Ouais, c'est une porte d'entrée, vraiment une porte d'entrée, enfin une explication sur d'autres livres qui sont après fondamentaux. Mais en fait, ce livre-là en fait permet de désacraliser beaucoup de choses sur les sciences humaines. Et moi, à la vingtaine, au tournant de la vingtaine, vraiment moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment marqué, ouais. Et c'est bien parce que c'est l'idée aussi que l'autodéfense, c'est pas seulement avec les poings, c'est aussi avec la tête. C'est aussi avec la tête. Et après, on me dit souvent que je suis très très critique comme garçon. Oui. Et en fait, ce bouquin-là a fait que je sois aussi critique vis-à-vis de plein de choses. Alors effectivement, des gens qui... C'est pas se contenter de l'apparence, quoi. Ben non, pas. Et de comprendre les choses. Et la compréhension du monde, en fait, cette appétence pour la compréhension du monde m'est arrivée dans les mains par ce Normand Baillargeon, et en plus il faut l'écouter parce qu'il a un accent qui est... C'est ça. Alors moi je fais hyper mal, mais voilà, il faut podcaster les anciens. La base si j'y suis, oui, on peut l'entendre. Oui, ça on peut le chercher sur internet, on va le trouver, quoi. On peut complètement chercher. Et donc après ça m'a amené à vraiment beaucoup de choses, quoi.
Mais écoutez-le, mais lisez-le surtout. Oui, mais lisez-le, quoi. Et après, enfin, en plus, ce qui est très bien, c'est que comme dans les sciences humaines, enfin, on prend le sommaire, ce qui nous intéresse, on le lit, et ce qui nous intéresse pas, bon, on le lira plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut sélectionner juste certains chapitres et ne pas en prendre d'autres. Et ça m'a permis aussi de juste rentrer dans la pensée de Chomsky, Noam Chomsky, voilà. Et voilà. Et juste pour ça, c'est un grand merci à ce monsieur Baillargeon, parce que Chomsky, je ne connaissais pas du tout, et ça m'a permis de découvrir qui était Noam Chomsky. Il va falloir que je prenne un sac parce que je vais partir avec beaucoup de livres, je crois, d'ici. Merci infiniment, Laurent. Bah, c'est génial, ce petit cours d'autodéfense intellectuelle. Plein de petites infographies, donc des graphiques d'habitude qui sont un peu ésotériques, et là on nous explique un peu comment ça marche. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Pour les matheux comme moi, il y a aussi quelques formules, parce qu'il faut un peu... Voilà, l'économie c'est aussi un peu des maths. Mais voilà, c'est vraiment très très bien fait. Très bien, et assez simple finalement. Enfin. Très très simple d'accès, ouais. Il faut pas avoir une réticence vis-à-vis de l'ouvrage, on peut y aller sans problème. On peut le faire avant d'avoir du Deleuze, justement. Complètement, ou Bourdieu. Merci beaucoup, mais c'est génial. Bon, on disait avec Laurent, hein, vous allez nous présenter le livre qui vous a marqué, qui a un peu changé votre vie. Qui a déclenché en tout cas quelque chose, ou qui m'a fait voir le monde un peu différemment. Est-ce que vous seriez devenu libraire sans ce livre ? Probablement pas, effectivement. Probablement pas. En tout cas, il m'a permis de voir que il fallait pas se mettre de barrières, il fallait être audacieux en tout, il fallait être libre et pas s'encombrer de beaucoup de choses. Voilà. Donc, alors attendez, parce que j'aime bien faire durer le suspense. Qu'est-ce que ça peut être un livre comme ça? J'essaie de deviner, mais après tout, c'est très particulier. C'est chacun a son livre qui l'a marqué. Ah oui, je pense que c'est lié vraiment à sa propre histoire, c'est lié à son propre vécu, à sa propre éducation, enfin c'est lié à plein de choses, et puis à sa lecture. Puis parfois on lit des livres à un moment donné, on n'a pas le même ressenti à un autre moment. Donc voilà, moi celui-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, tout est possible. Et il faut oser. Et vous le relisez de temps en temps ? Oui, certaines parties, surtout vers la fin. Et puis des photos, parce qu'il y avait des photos avec ce livre. C'est un livre document, en fait. C'est pas un roman. C'est un livre document d'une artiste. Je ne sais pas si vous commencez à deviner. Je disais Sophie Calle, mais non. Non, pas Sophie Calle. C'est une artiste peintre française. Le livre a été édité au début des années 2000 chez Albin Michel et est paru il n'y a pas très longtemps en poche. Allez, on y va ? On révèle ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est le livre de Fabienne Verdier, Passagère du silence, où en fait elle raconte. Donc, Fabienne Verdier est une artiste peintre. Elle est spécialisée en calligraphie chinoise. Dès 16 ans, elle a su qu'elle voulait devenir peintre. L'enseignement qu'elle a eu à Bordeaux, si je me souviens bien, aux Beaux-Arts, n'était pas celui auquel elle s'attendait. Et elle était tellement férue d'art chinois et de calligraphie qu'elle s'est dit, mais c'est en fait auprès des grands maîtres qu'il faut que j'aille apprendre cet art ancestral. Sauf qu'on est au début des années 80, c'est une jeune femme, elle ne parle pas un mot de chinois. La Chine n'est absolument pas ouverte aux étudiants, ou du moins très 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 peu, encore moins aux étudiants occidentaux, et elle ose y aller. Et elle y va, et elle va passer donc 10 ans à apprendre cet art ancestral, et elle le raconte dans ce livre-là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle arrive après donc la révolution culturelle. C'est compliqué d'approcher ces grands maîtres. Certains ont été bannis, voire torturés par le régime. Elle va en croiser un d'ailleurs, c'est très émouvant, qui va lui apprendre à faire certaines gravures, et à qui on a coupé une main, et qui a su finalement de cet handicap, du coup travailler avec son autre main pour continuer son œuvre. Donc c'est à la fois un roman d'aventure, parce qu'on est dans une Chine encore un peu féodale. Très souvent, moi j'avais en tête les photos de Ribou, en tête de la Chine des années 50, même si on est encore dans les années 80. Et puis c'est un récit, elle, d'apprentissage, de ce qu'elle va donner, de ce qu'elle va chercher pour vraiment acquérir cet art ancestral. Voilà, et c'est passionnant. Alors moi je ne connaissais pas, c'est un peu le Kill Bill de la peinture. Le mec qui a des références nulles. Non, mais... non, c'est une référence. Non, mais vous connaissiez ce livre Non plus, non, pas du tout, j'ai découvert par ce biais-là. Non, vraiment. Et alors, il y a en effet des dessins dedans. Alors, non, il n'y a pas de dessin. Enfin, on la voit, elle. Oups.
à la fin dans son atelier. Je ne sais pas si on peut voir. Et sinon, la majorité, c'est elle, les quelques photos qu'elle a prises, les photos avec les maîtres qu'elle va côtoyer, qui vont lui apprendre cet art. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle arrive là-bas, elle ne parle pas un mot de chinois. Là-bas, les gens sont plutôt réfractaires à une occidentale, une femme en plus. Elle est très, très isolée et elle va mettre près de 9 mois d'abord à maîtriser un petit peu la langue et surtout à percer en fait, à arriver à ce que les maîtres veuillent bien lui enseigner. Et je me souviens d'une étape, par exemple, tous les matins, elle va déposer sur le paillasson du maître enseignant une calligraphie. Pendant 6 mois, elle va faire ça, et jusqu'au moment où elle n'a jamais aucune réponse. Et à un moment donné, il va la voir et dit « mais tu ne sais vraiment pas dessiner ». Et en fait, ça y est, il va accepter de lui enseigner cet art. Et elle a réussi, et c'est ça qui m'a plu et qui m'a fait, moi, qui a réveillé quelque chose en moi, c'est que justement, elle a réussi à aller au-delà de quelque chose. Elle était tellement persuadée qu'elle voulait être peintre, et d'ailleurs, elle a réussi, et puis c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle a réussi à aller au-delà de quelque chose, de sortir un peu de sa zone de confort, comme on dit. Et ça, moi, ça me plaît. Voilà. Mais ça, vous parlez pas de chinois, il y a eu la révolution culturelle, il y a des gens qui sont poursuivis par le régime. Tant pis, vous allez au bout de vos rêves, quoi. Totalement. Et elle y arrive. Et c'est même pas par obstination ou autre, c'est juste qu'elle est tellement persuadée de quelque chose qu'elle... C'est son chemin, quoi. C'est son chemin, ouais. Voilà, tout à fait. Formidable, c'est vrai que ça donne très envie. Alors, on rappelle, Fabienne Verdier, passagère du silence, 10 ans d'initiation en Chine, et c'est donc en poche, évidemment. Oui, c'est en poche. Il est encore disponible en grand format, bien sûr, et puis sinon, un livre de poche, et ça se lit très bien. C'est à la fois comme un récit d'aventure et un récit d'apprentissage, et c'est passionnant. Eh ben, merci. Ça donne envie, hein. Tout à fait, c'est une belle découverte, oui. Alors, Thomas, vous êtes spécialiste de littérature étrangère ? Oui, tout à fait, mais exceptionnellement, cette fois-ci, je ne vais pas parler d'un livre de littérature étrangère. J'ai choisi de prendre un livre français, d'un auteur qui m'a beaucoup marqué, et un auteur qui nous raconte un peu son autobiographie. Donc ça, c'est encore un style que je n'aime pas trop d'habitude, mais là, qui m'a vraiment beaucoup marqué. L'autofiction, c'est ça ? L'autofiction, oui, il part de sa propre vie pour en faire un roman, et c'est absolument passionnant. Et alors, on va découvrir dans quelques instants le livre dont vous parlez, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vous l'avez lu d'abord, vous êtes tout jeune, vous aviez quel âge ? Alors j'ai 28 ans, ça fait 5 ans que je suis libraire, dans la librairie, et je l'ai lu pendant que je suis libraire, donc c'est pas un livre qui m'a motivé à devenir libraire, mais quand même je sens que ça va être un livre important dans toute ma vie de libraire et que je vais le garder à côté de moi pour le conseiller. Souvent, en fait, ça va être un auteur qui va me suivre. Et il y a parfois comme ça dans votre vie de libraire des livres. Évidemment, vous êtes obligé de lire. C'est le plaisir, je suppose. Mais vous lisez des choses que vous ne connaissez pas forcément. Il y a comme ça des fois où vous dites là, c'est bien quand même. Ouais, on le sent en fait quand on tombe sur quelque chose. Puis après, on a aussi l'envie de le partager à tout le monde, de le faire lire à tous les clients. Ils reviennent nous voir, nous disent ce qu'ils en ont pensé et autres. Là, typiquement, c'est le cas avec ce livre-là. Ouais. Allez, on dévoile ce que c'est ? Alors, il s'agit de René Frény, l'auteur, et le livre, c'est Minuit dans la ville des songes. Donc, comme je l'ai dit, c'est une autobiographie romancée. René Frény nous raconte sa vie depuis son enfance dans les quartiers de Marseille. Oui, c'est qui René Frény ? Parce que je ne connais pas. Alors, vous connaissez pas, c'est marrant, mais c'est un auteur qui gagne à être connu. Par exemple, son premier roman s'appelait Les Chemins Noirs. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le titre ? Ça me rappelle le livre de Sylvain Tesson, non ? Voilà, tout à fait. Et le livre de Sylvain Tesson est inspiré en hommage à cet auteur-là. Donc c'est quand même un auteur assez majeur, mais qu'on gagnerait à connaître encore plus. Ouais, tout à fait. Donc, il est marseillais ? Il est marseillais, il grandit dans les quartiers de Marseille. Le soir, il aime sortir faire la fête, aller voir les filles, aller danser au bal. Il est né dans les années 50, donc sa jeunesse est plus dans les années 60-70. Et comme je le dis... Ça va me parler, ça. Et il grandit assez loin des bancs de l'école. En fait, il arrête l'école à la 3e. Sa mère essaye de lui faire lire des livres, mais c'est pas vraiment son truc. Il a la bougeotte. Donc il part travailler avec son père sur les chantiers pendant quelques années. Puis ensuite, il part carrément à l'aventure en Europe. Il va en Angleterre, après en Espagne et autres. Et il n'a pas encore découvert la littérature, mais on sent qu'il
il va y arriver à un moment, un peu plus loin dans le livre. À force de vagabondage, il est rappelé pour son service militaire. Et c'est pendant ce service militaire-là qu'il va recroiser une vieille connaissance qui, lui, passe ses journées à lire des livres. Et il va lui transmettre cet amour du livre. Cet amour du livre et partager avec lui tout ça. Et après, tout au long de sa vie, qui est cheminée de plein d'autres événements passionnants, il y aura toujours un livre à ses côtés. Et c'est ça qui est formidable avec ce livre, c'est que c'est un livre qui donne envie de lire plein d'autres livres, qui partage l'amour de la littérature. Il en parle bien, hein. Ouais, bah oui, un vrai libraire. Et Thomas a été apprenti aussi, il faut le dire ça. Il a passé 2 ans ici en tant qu'apprenti à faire son apprentissage. Et il était bon, donc. Ah bah oui, il était bon. Il était même très très bon. Et vous connaissiez, vous, René Freddy? Pas du tout. Mais par principe, je connais pas grand-chose. Moi, j'apprends toujours plein de choses avec les libraires. Donc non, je ne connais pas. Ben non, moi non. Donc on va aussi découvrir. C'est génial parce que là, on fait plein de découvertes. En plus, pour les lecteurs, c'est des livres de poche. Donc voilà, même si on peut trouver dans l'édition originale comme le livre de Verdier, mais voilà. Donc c'est pas très cher. C'est le premier livre de Freiny que vous avez lu, ou est-ce que vous aviez lu avant et vous avez découvert c'est le premier et puis vous avez découvert les autres après? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le premier que j'ai lu. Depuis, dès que j'en reprends un, j'ai l'impression de retrouver un vieil ami en fait. On se sent vraiment proche de l'auteur qui donne beaucoup de lui-même, forcément, vu qu'il s'inspire de sa vie pour raconter ses livres. Et il a vécu des événements vraiment passionnants. Ça a été un des premiers à être appelé par le ministère de la Culture pour faire des ateliers d'écriture dans les prisons. Il a travaillé une dizaine d'années dans un hôpital psychiatrique. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir dans sa vie. Ouais. Vous êtes dans cette librairie la spécialiste de la bande dessinée. Tout à fait, oui. Donc vous allez nous parler d'une bande dessinée, je suppose. Pas tout à fait. Dans les livres que on parle des livres qui vous ont marqué. Avant de dévoiler quel est ce livre, dites-nous pourquoi il vous a marqué et en quoi il vous a marqué. Alors, il m'a marqué parce que c'est un livre qui parle aux femmes. C'est un livre qui dénonce beaucoup de choses que, à l'époque, je ressentais, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. D'accord. Et là, voilà, il y a quelqu'un qui a... Il a mis des mots pour vous. Exactement. C'est ça, les écrivains au fond, ils mettent des mots pour les autres. Oui, c'est ça. C'est une bonne définition. Allez, on y va, on dévoile ? Oui, allons-y. Alors... Hop, et moi je prends celui-là. Ah, parce que il y a un peu de BD là. Hein. Tout de même. Voilà. Le cœur des femmes. Le cœur des femmes de Martin Winkler. Martin Winkler, alors il faut raconter, c'est un médecin à l'origine. C'est un médecin, tout à fait, un médecin français qui a beaucoup écrit sur les problèmes, les aléas de la médecine en France. Le premier livre connu, c'est là-dessus. Hein. Oui, tout à fait, la maladie de Saxe. Et qui a été d'ailleurs, il y a pas mal de ces romans qui ont aussi adapté au cinéma. Voilà. Et moi, je l'ai découvert avec ce roman qui est un petit pavé. Voilà, il m'a vraiment touchée parce que à l'époque, j'étais toute jeune quand le livre est sorti, et c'était pourquoi des actes aussi simple en médecine comme un rendez-vous chez le gynéco, que toutes les femmes passent par là. Pourquoi c'est aussi dégradant, aussi humiliant? Pourquoi en France, rien n'est fait pour qu'on se sente écouté et qu'on se sente respecté surtout? Et moi, je le subissais en trouvant qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Et en lisant ça, je me suis dit, mais oui, en fait, on peut faire tellement mieux. Et d'ailleurs, Martin Winkler ne pratique plus en France. Pourquoi le cœur? Alors le cœur c'est CH, hein? Oui. Pourquoi le cœur des femmes? Parce que c'est l'écoute des femmes. C'est écouter ce qu'elles ont à dire. Pas forcément tout de suite s'attaquer au corps et tout de suite aller ausculter, etc. C'est les écouter. C'est d'ailleurs ce qu'il a toujours prôné, hein. C'est une médecine qui écoute le patient, qui essaie de savoir au-delà de la maladie pourquoi il vient, hein. C'est ça. Hein, c'est ça, voilà. C'est vraiment le 80% de la consultation devrait être l'écoute des gens et pas remettre en cause ce qu'ils ont à dire. S'ils le disent, c'est que c'est pour eux important et c'est pas le médecin qui doit décider ce qui est important. C'est le patient qui doit dire là où
ce qui ne va pas en fait. Et donc Le cœur des femmes, c'est une fiction, hein, mais il parle un petit peu d'une interne qui ne voulait pas du tout, elle voudrait être juste chirurgienne, et elle se retrouve à devoir écouter des femmes, ce qui ne lui plaît pas du tout. Généralement, les étudiants, quand ils sont au début de la médecine, pour eux, la médecine, c'est la technique, quoi. Et puis c'est peut-être en apprenant le métier qu'ils arrivent à être un peu plus à l'écoute des patients. Ben, c'est ça, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est plusieurs femmes, c'est plusieurs témoignages. Et à chaque fois, moi, en tant que femme, dans chaque témoignage, je me reconnaissais. On me disait, ah mais oui, c'est vrai que... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il m'a vraiment bouleversée, ce livre, et je suis sûre même que c'est le livre que j'ai le plus offert autour de moi. Ah d'accord. Et alors, il se trouve, Laurent, là, en poche, hein, c'est ça? Aux éditions Folio. Aux éditions Folio. Oui, je dis poche, mais il y a plusieurs poches en effet. Hein. Édition de poche, oui, c'est une maison d'édition, voilà, quand on livre de poche. Et puis ça, c'est la version originale. Enfin, c'est l'une des versions illustrées en tout cas. Ça, c'est la version, tout à fait, la version roman graphique, illustrée par Aude Mermillot, qu'on a déjà reçu ici, voilà, qui a vraiment complètement réussi à s'approprier le roman, le texte. Elle est allée rencontrer Martin Winkler au Canada, et voilà, de cette belle rencontre est né ce magnifique album. Parce qu'il est au Canada maintenant. Maintenant, il est au Canada. Ah voilà, c'est pour ça que vous disiez. Il n'existe plus, et voilà. Ah bah, génial, merci beaucoup Élodie. Hein. Alors, la responsable du rayon jeunesse, c'est Valérie Bondané. Bonjour. Bienvenue. Ça va bien? Moi, ça va bien, très bien. Alors, on a vu ici jusqu'à présent qu'on allait dans des rayons, mais ce n'était pas forcément des livres qui venaient de le rayon que nous présentaient les libraires, puisque je rappelle que c'est les livres qui vous ont marqué, le premier qui vous a marqué. Vous, c'est un livre de jeunesse ou pas? Oui, parce que je suis persuadée que tout le monde a eu un livre de jeunesse qui a marqué sa vie tout petit, c'est normal, mais il ne s'en rappelle pas. Et là, j'avais envie de marquer plutôt le début de ma carrière au Pavé du Canal. Parce que moi, je suis à la librairie depuis 2006. Et quand même. Oui, ça commence à remonter un petit peu. Et ce premier roman, qui est une tétralogie que je vais vous montrer, qui est donc de Hélène Montardre pour la série Océania, est vraiment le premier roman qui m'a marqué et qui m'a fait vraiment décider que ce serait le rayon jeunesse pour moi. Que ça oui. Rayon jeunesse. Vous étiez pas forcément spécialisé au début dans la jeunesse? J'ai commencé ma carrière il y a encore un petit peu avant d'arriver ici, voilà, et où j'étais responsable d'un rayon BD et avant encore de parascolaire, et je touchais un petit peu à la jeunesse par la force des choses. Mais quand je suis arrivée ici, c'est pour prendre en main le rayon jeunesse. Et la série d'Hélène Montardre, Océania, répondait quand même à pas mal de coups de cœur d'univers que j'aimais, c'est-à-dire l'écologie, la nature en danger, et l'envie un petit peu d'avertir les enfants, et puis qui parlait aussi de mythes, de mythologie, et qui, pareil, c'est un cheval de dada qui me plaît beaucoup. Et donc Océania, ça raconte l'histoire de Flavia, qui est une jeune orpheline qui vit seule avec son grand-père au large de la Bretagne. On est dans un futur proche, pas si éloigné que ça, mais suffisamment pour dire que la montée des eaux est devenue très très forte, et que le seul endroit où on est à peu près assuré, c'est les États-Unis, puisqu'ils ont construit une digue qui leur permet de se protéger de la montée des eaux. Après moult aventures pour pouvoir réussir à obtenir finalement son dernier laissez-passer, elle va embarquer là-bas seule, puisque son grand-père fait partie des vieux réfractaires. Je mourrai là où j'ai vécu toute ma vie, je bougerai pas. Et elle va embarquer donc sur une sorte de goélette, et elle va rencontrer une famille qui connaît sa famille, qui, quand ils vont se présenter mutuellement, vont demander des nouvelles, et ils vont lui dire que ses parents seraient toujours en vie. Sauf qu'elle ne peut pas faire un marché en arrière, elle est dans un sens, mais elle ne peut pas faire le recul dans l'autre sens. Comment retrouver les origines familiales, sa vie, et puis comprendre pourquoi sa famille a disparu, et pourquoi on l'a toujours dit qu'elle était orpheline. Voilà. C'est une superbe série, complètement, et qui nous embarque littéralement avec un petit peu de fantastique quand même dedans. Enfin voilà, ça réunit plein de choses. Et ça date des années 2006 ? Alors, presque. En fait, ça date de 2007, février 2007. Oui. Mais nous, libraires, nous avons un petit avantage par rapport à monsieur, madame, tout le monde. Nous recevons souvent les épreuves
avant leur publication, 2 à 3 mois avant. Et donc, ça coïncide bien avec mon arrivée. Et puis, c'est vrai que... Vous l'avez découvert sur Épreuve. Exactement. Mais depuis que je suis ici, c'est vraiment la série que j'ai envie de porter et que j'ai toujours eu... Voilà. Donc, elle me suit et donc, elle s'associe vraiment au pavé. Je trouve que ça a marqué vraiment les choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, tous les libraires ont chacun leur titre à proprement parler et qui est en permanence à disposition dans les rayons, en fait. Et voilà. Et je sais que c'est pas pour l'émission que vous avez été rechercher. Non. On a tous, et moi, toujours. Je sais que moi, Baillargeon, il est en permanence durant toute l'année dans les rayons. Tout à l'heure, Frény l'est également. Ici, c'est également le cas. Océania l'est en permanence. En fait, ces livres-là, en fait, nous ont tellement marqué, on construit quelque chose chez nous qu'ils sont en permanence dans la librairie. Qu'ils se vendent ou qu'ils ne se vendent pas, de toute façon, ils sont présents dans la librairie. Mais on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient vendus. Mais je crois on en avait déjà parlé ensemble. Une émission il y a quelques années, on va dire absolument. Ça. Voilà. C'est la preuve que voilà, vous ne racontez pas n'importe quoi. Non, je suis fidèle à cette série et vraiment j'ai envie qu'elle reste toujours. Et c'est une auteure à laquelle vous êtes fidèle aussi Oui. Alors, elle écrit beaucoup sur la mythologie pour les enfants, pour amener justement à découvrir. Mais cette série est encore plus recommandée, puisqu'elle est recommandée par l'Éducation nationale. Ah, génial. Donc, je ne suis pas la seule à l'avoir appréciée, c'est ça aussi qu'il faut dire. Océania, donc. Merci infiniment. Et voilà, on va... C'est pour enfants de quel âge Je dirais 10 ans, vraiment, le début. Parce qu'il y a quelques scènes un petit peu violentes au début. Alors, violentes, c'est des émeutes qui peuvent faire un peu impressionner un public un peu plus jeune. Mais fin de primaire, on peut commencer. Puis après, 14, 15, 16, enfin adulte aussi. Puisque, voilà. Oui, je continue à aimer. À partir de 10 ans, voilà. De 10 à 77 ans, comme voire plus. Merci infiniment. Laurent, là, on est en sciences humaines, c'est ça ? Tout à fait, dans le rayon sciences humaines. Donc on commence par l'histoire, un peu d'économie, un peu de développement durable, de la philosophie, et on finit par l'actualité politique. D'accord. Alors, Sylvain, alors donc on continue dans les livres qui vous ont marqué. Vous êtes devenu libraire depuis quand ? Moi, c'est tout récent. J'ai fait ça l'année dernière. Là, ça fait même pas un an. Je suis arrivé à la librairie Le Pavé du Canal le 20 juin. Donc, c'est une reconversion, c'est quoi ? C'était une envie ? Reconversion, ouais, c'est le 3e métier que je pratique. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Si, quand même, parce que un peu parce que puisqu'on parle des livres qui vous ont marqué. Est-ce que le livre dont vous allez nous parler est un livre qui vous a donné, par exemple, envie de devenir libraire ? Non, mais il m'a donné envie d'écrire un livre, chose que j'ai faite. J'ai écrit un livre que j'ai proposé à plein d'éditeurs. Personne ne l'a accepté, donc a priori il n'est pas exceptionnel. Bon, en tout cas, voilà. Et je suis en train d'en écrire un deuxième. Ah, génial. Évidemment, il y a plein d'écrivains, écrivaines qui m'ont donné envie d'essayer aussi. Eh bien, en fait, celui vraiment le premier qui m'a donné envie, c'est Philippe Jaénada. Ah oui. Alors, on connaît. Alors, j'avais une question, Patrice. Est-ce qu'il y a un seul Patrice Carmouze dans le monde ? Il n'y en a qu'un seul, il y en a plusieurs. Il doit y en avoir plusieurs, je ne sais pas. Parce que, il y en a plusieurs. Vous les connaissez les autres ? Parce que Philippe Jaénada est vraiment multiple. Il n'y en a pas qu'un seul, c'est pas possible. Notamment au niveau de l'écriture, il y a 2 Philippe Jaénada. C'est-à-dire, oui, ça a beaucoup changé. Ce qui fait aujourd'hui n'a plus grand rapport avec 2 générations, au début des années 90. Donc moi, celui-là est sorti en 97, je l'ai lu en 2000. Ça, c'est à hurler de rire. C'est Le Chameau sauvage, c'est son premier grand succès. Et donc, à l'époque, il écrivait des livres complètement foutraques, des livres qui sont à mi-chemin entre Boris Vian et Mr Bean. Disons, imaginons. Très drôle. Mr Bean, c'est pas dans la littérature, c'est en télévision, mais c'est un peu ça avec des personnages, des Pierre Richard, à qui il arrive plein de mésaventures. Et dans l'écriture, c'est des phrases assez longues. Donc c'est un peu du Proust drôle, ce qui est quand même pas mal, parce que Proust c'est moyennement drôle, on peut le dire. Lui vraiment c'est très très drôle. Il utilise beaucoup, il a l'escalier. Voilà la parenthèse, il peut faire des parenthèses qui font plusieurs. Il y a des parenthèses dans les parenthèses. Il fait des digressions, etc. Donc dans les années 90, il a écrit Le Chameau sauvage, qui est mon grand préféré. Quand je l'ai lu, j'ai dit bon, c'est pas. Déjà on est mort de rire, j'exagère un petit peu, mais pas loin. Et surtout, ça donne envie de faire la même chose. Il y a eu Néfertiti dans un champ de canne à sucre, qui est le livre qui a suivi, je crois. Il y a eu La Grande à bouche molle. La Grande à bouche molle, qui était... Vous l'avez lu aussi, voilà.
Mais je connais un peu Philippe Génin. Ah d'accord, bah, vous connaissez tout le monde. Alors voilà, moi je le connais en tant qu'auteur et moi voilà en tant que lecteur, j'ai adoré. Et donc il y a une deuxième génération de Philippe Jayenada. Alors, sur les faits divers. Voilà, alors là son truc c'est que voilà, un jour par hasard, il s'est plongé, enfin je pense qu'il était dans un café à Paris, il est tombé sur un vieux fait divers des années 50. C'était Pauline Dubuisson. Absolument. Qui a été accusée d'avoir tué son petit ami à l'époque. Et Pauline Dubuisson a été à l'époque vilipendée dans toute la presse. Alors la presse écrite hein, principalement. Elle est devenue un personnage absolument infâme, une espèce de Marie Bénard. Ou de Landru au féminin. En fait, donc il s'est pris d'affection pour ce personnage. Il a creusé. Donc il a pris plusieurs années avec son éditeur. Il a été dans des bibliothèques. Il a rencontré des gens. Il raconte d'ailleurs dans les livres les routes qu'il fait, les voitures qu'il loue. Il fait vraiment un article, si on veut, journalistique, vraiment. Donc il va creuser, etc. Mais il n'hésite pas à donner ses impressions personnelles, quitte même à ouvrir des parenthèses encore une fois et à raconter des trucs tout à fait personnels qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire. Il fait des gros livres. Hein. Voilà, mais on a les deux. On a l'approche journalistique judiciaire et aussi l'approche personnelle puisqu'il est cruellement attachant et peut-être un petit peu égocentrique. Il a du mal à ne pas parler de lui. Mais nous, on adore. Alors, il y a eu La Petite Femelle, donc, qui était sur Pauline Dubuisson, qui a cartonné. Juste après, il a écrit La Serpe, qui a encore, ça a été encore un plus gros succès. Je crois qu'il est à 150 000 exemplaires, ce qui est quand même assez colossal. La Serpe, c'était une... Dont le héros est un écrivain, d'ailleurs. Alors, le héros, qui s'appelle Georges Arnaud, en fait, a été accusé dans les années 50 aussi, je crois. Georges Arnaud, il faut dire que c'est un auteur très célèbre. Alors, surtout, donc, il est accusé dans un manoir du Périgord d'avoir assassiné son père, sa tante et la bonne. Voilà. Et en fait, il est acquitté. Contre toute attente. Hein. C'est un gros coup de théâtre, il est totalement acquitté, c'est au début des années 60. Il quitte la France. Défendu par Maurice Garçon. Voilà. Et il y avait Jacques Vergès aussi dans le public et c'est là qu'il a eu envie de devenir avocat. Donc il quitte la France pour aller au Venezuela. Il revient en France quelques années après avec le scénario du Salaire de la peur. Le gros succès de Clouzot. Avec Ventura et Montand, je crois. Ouais, il y a un remake qui va sortir là. Voilà. Et donc c'est devenu un écrivain respectable, respecté. Et a priori, alors ça, voilà, on ne sait pas trop. Accusé, mais a priori, il a été acquitté très bien, mais voilà, il serait peut-être bien. Alors il y a même des gens qui disent qu'il leur a raconté que c'était lui. Mais... Voilà. Donc Jayenada raconte ça dans La Serpe, c'est absolument génial. Et il raconte des choses très personnelles qui n'ont rien à voir. Mais voilà, il explique que faire un bon livre, c'est faire un bon gâteau, genre un cake. On fait tous des très bons cakes. C'est raconter des histoires, quoi. S'il y a des petits morceaux de pommes dans le cake, c'est encore meilleur. Et pourtant, a priori, c'est pas indispensable. Ben voilà, pourtant c'est meilleur. Et donc, et après, il y a eu Lucien Léger, enfin, là, un livre sur Lucien Léger, L'étrangleur, parce que moi, ça avait marqué mon enfance. J'avais très peur qu'il vienne m'étrangler, moi, quand j'étais petit. Ah oui, d'accord. Qui était accusé d'avoir tué un enfant à Verrières-le-Buisson. Absolument, et qui a été jugé à Versailles. Voilà, et donc voilà, il creuse son sillon des récits judiciaires. Il n'était pas du tout parti là-dessus au début de sa carrière. Vous avez raison, c'est un virage à 180 degrés. Hein. Il y a deux Philippe Jayenada, mais... Des virages à 180 degrés, ça marche pas. Si, ça marche, tout marche ici. En tout cas, il y en aura peut-être un troisième de Jayenada, j'en sais rien. En tout cas, on en reparlera ici au pavé du canal. C'est clair, moi, c'est un auteur que je conseille souvent parce qu'il peut plaire à tous les âges. Il aborde des sujets sérieux qui sont quand même des affaires criminelles très sérieuses et les gens adorent les faits divers. En même temps, c'est du roman psychologique. En même temps, c'est de l'autobiographie. Enfin voilà, il y a quelque chose de la littérature monde chez Philippe Jayenada. Très bon écrivain. Vous savez comment il gagnait sa vie Il était animatrice de Minitel Rose. Oui, il le dit comme ça. Animatrice, parce qu'il s'appelait Claire ou Céline. À l'époque, fait peur. 20 ans peuvent pas connaître, mais il a commencé comme ça, il était animatrice. Il faisait aussi les légendes des photos de Voici. Ah, ça, je savais pas. C'était très bien payé, paraît-il. Ah, d'accord, ouais. Et pour eux, c'était pas très compliqué. A priori. Mais il y avait beaucoup d'humour dans ces légendes, et quand on sait que c'est lui, évidemment, on s'en aperçoit. Non, c'est vraiment, on rit vraiment en lisant, c'est quand même assez rare. Voilà. Et alors, le Sylvain Gédrézac, c'est des romans très drôles aussi?
Oui, j'essaye en tout cas. Ouais. Il y a toujours un petit peu de fantastique. On est toujours sur la limite, à la limite du réel et de l'irréel. Je disais, il y a un côté surréaliste chez Jayenada. Moi, j'adore Boris Vian. Donc, il y a toujours le côté pataphysique, vous savez, où une souris peut passer, prendre la parole, alors que normalement, une souris, ça parle pas. Voilà, moi, je suis un petit peu dans cet esprit-là. Mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Donc. Et quand il sort le Sylvain Gédrézac, on fait une grande fête ici, non? On ouvre une maison d'édition juste pour Sylvain, en fait. On ouvrira une maison d'édition juste pour Sylvain, ouais, c'est sûr. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Merci, Patrice. Je ne sais pas si vous allez nous parler de manga ou pas, on verra, hein, on ne va pas dévoiler tout de suite. Mais enfin, vous allez nous parler d'un ouvrage qui vous a marqué. C'est ça, un ouvrage qui, encore aujourd'hui, constitue ma passion. D'accord. Alors, les mangas, c'est encore ce qui se... Je parlais un peu économie de livret, mais ça fait partie des meilleures ventes, évidemment. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça reste encore, oui, très haut dans le classement. Alors, ça a un peu décru dernièrement, là, sur la dernière année, en 2023, mais ça reste quand même très, très haut. Ouais, Et en fait, il y a une telle force de proposition au niveau de l'édition que ça touche tous les publics. C'est pas uniquement les jeunes ou les ados. C'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. C'est pour ça qu'il y a une telle variété. Alors ici, on est arrivé à 15 000 quand même volumes sur ce plateau-là, et il y en a vraiment pour tous les âges, quoi. Donc pour les vieux comme moi, on trouve du Goldorak, du Chevalier du Zodiaque ou ce genre de choses, à des choses vraiment dédiées pour les 5 à 10 ans sur des accès à la lecture. Et vous êtes tombée toute petite dans le manga? Alors, je n'irai pas toute petite, non. À l'époque, ma mère ne recommandait pas de regarder... Oui, parfois c'était un peu pas très bien vu. Hein. Voilà, entre Dragon Ball à l'époque, au Club Dorothée et Nicky Larson, on était un peu limité. Préférais qu'on regarde Pokémon sur Canal J. Mais après, voilà, j'ai découvert ça quand je suis rentrée au collège. Et c'est une passion qui vous a pas quitté? C'est ça. Alors, je sais pas, je sais pas si ça va être un manga ou pas, un manga dont vous allez nous parler. Je vous laisse nous faire découvrir votre choix. Très bien. Alors, mon choix se repose sur Fruit Basket, qui a littéralement été mon... Ah oui, c'est un manga. Voilà, c'est un manga. Ça a été mon premier manga. Oui. Oui, à l'époque, j'avais 11 ou 12 ans. En cachette? Non, pas du tout, non. À la cour de récré, c'est une jeune fille qui est venue et qui me l'a présenté en me disant « Tiens, j'ai trouvé ça en librairie, je connaissais pas, c'est tout nouveau. C'est très novateur. » Et effectivement, quand elle me l'a donné entre les mains, il n'était pas aussi épais à l'époque, ils étaient tout petits, tout fins. Et j'ai été subjuguée par le texte, l'image. C'était similaire à la bande dessinée, dont effectivement on en avait plein à la maison avec les Blake et Mortimer. Mais il y avait autre chose. Il y avait autre chose, le noir et blanc, l'expression des personnages à l'intérieur qui est vraiment exacerbée. Et ça, c'était tout nouveau. Et en plus, l'histoire, elle était génialissime. Enfin, elle est toujours. Oui, c'est ça, parce qu'on peut vous le recommander pour des gens, évidemment, qui peuvent le lire aujourd'hui. Alors moi, qui n'y connais rien en manga, c'est un des grands auteurs de manga? Alors, elle était une grande mangaka à l'époque. Aujourd'hui, donc malheureusement, elle a dû abandonner son travail à cause de la santé. Donc, ce qui repose vraiment aussi sur tous les problèmes de santé qu'ont les mangakas à exercer leur métier. Donc, à être tout le temps assis, ce sont des problèmes aujourd'hui qui se posent. Oui. Ça, je ne savais pas du tout. Il y a plus de maladies chez les mangaka que chez les écrivains. Oui, vous avez la malnutrition et la position. Le fait aussi qu'ils doivent rendre des planches. En fait. Ouais, ils doivent rendre des planches toutes les semaines. Ce qui fait que l'éditeur est derrière à demander tout le temps des planches. Donc, ils ne font que ça tout au courant de la journée et de la nuit. Ah, ça, c'est très étrange, je ne savais pas du tout. Ouais. Et donc, à 11-12 ans, vous découvrez le manga avec cet ouvrage. Et cette passion ne va pas vous quitter, quoi. Elle m'abandonne un peu quand j'ai fait mes études en métier du livre, où effectivement, il fallait plus se focaliser sur la littérature, le policier, les autres rayons. Et puis après, c'est revenu forcément quand j'ai fini mon master et que là, j'avais décidé d'être libraire en BD Comics Manga, donc je me suis replongée dedans. Mais ça ne vous empêche pas aujourd'hui, évidemment, vous connaissez tous les mangas, mais ça ne vous empêche pas de lire d'autres livres, évidemment. Ah non, forcément, non. Je suis beaucoup dans la littérature de l'imaginaire.
Et le public de ce livre, alors vous disiez 11-12 ans, c'est ça, on peut commencer à cet âge-là, quoi. Ah oui, même 10 ans après, c'est toujours perfectible en fonction des lectures précédentes. Mais vous le recommandez chaudement, on va le remontrer. Oui, je le recommande beaucoup. Il est multiple. Il y a autant de la romance que de l'action, des scènes de combat à l'intérieur, du récit de vie et du fantastique. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'évolution justement dans les mangas, chez les mangaka, depuis que vous avez découvert ce livre? Ah oui, oui, énormément. Autant on passe par le dessin. Ce qui est intéressant dans Fruit Basket, c'est que le dessin qu'on a dans les premiers tomes n'est pas du tout le même dans les derniers. On suit l'évolution du dessin de la mangaka. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec le numérique, on fait des choses qui sont possibles de faire et qui étaient un petit peu plus compliquées à l'époque. Mais c'est sûr. On utilise beaucoup le numérique aujourd'hui? Alors je dirais pas beaucoup, mais effectivement, je pense que oui, certains mangaka l'utilisent. D'accord. Pour les décors, c'est ça, principalement? J'imagine pour un peu de tout. Ouais, d'accord. Oui. Ah bah génial. Vous lisez un peu de manga, Laurent? Oui, alors très peu, mais oui, moi c'est plutôt du polar, parce qu'en fait on l'a décliné par rayon ici, un peu comme la littérature, et moi c'est plutôt du polar que je lis dans les mangas. C'est vrai que maintenant il y a peu, enfin à l'origine c'est plutôt japonais, maintenant il y a un peu il y a des français, il y a de tout dans les mangas. Oui, le manga français se développe petit à petit, effectivement. Donc, sont vraiment ceux de ma génération qui ont grandi avec et qui ont le rêve de faire leur manga et d'être publiés. Mais sinon, vous avez des mangas taïwanais. Oui. Et aujourd'hui, le webtoon qui se développe, qui est le manga coréen. Ah oui, absolument. Oui, on en avait parlé au moment de Noël. Eh ben, merci infiniment de ce conseil. On va s'arrêter là dans les conseils. Oui, tout à fait. On a fait le tour de la librairie cette fois-ci. Tout le monde a pu proposer son coup de cœur. Son coup de cœur. Alors, on va évidemment retrouver tous ces coups de cœur dans l'émission, mais je crois qu'il va y avoir une publication d'ici quelques mois. C'est ça. Nous, on a décidé d'éditer en fait l'ensemble des coups de cœur des libraires dans un livret. En fait, qui recueillera l'ensemble des coups de cœur, là, donc tout le monde n'a pas parlé. Il y aura, et on va, 25, je pense, entre 25 et 30 coups de cœur, et on va aussi rappeler les anciens libraires. Ah oui. Donc, ouais, on a été voir les anciens libraires, on leur dit, alors, vous, quel est votre livre, vous, qui a structuré ou changé quelque chose chez vous? Et donc, voilà, donc on recueille entre 25 et 30 ouvrages comme ça, et on est en train de monter, là, le livret, tous ensemble, et pour l'éditer, je pense, durant l'été. Vive les 35 ans du pavé du canal. Bravo, bravo à vous et à tous les libraires parce qu'ils sont passionnés et passionnants. Et voilà, puis on comprend ce qui vous a amené à choisir ce métier. Merci infiniment, Laurent Garin. Juste un petit mot, parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes de l'ombre dans cette librairie qu'on ne voit pas toujours. Là, on a vu les libraires, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres gens aussi qui travaillent, qui sont à la logistique, qu'on ne voit pas tout le temps, qui sont aussi sur des marchés avec lesquels on travaille, enfin au niveau des institutions et des librairies. Et on a aussi une comptable. Donc voilà, tous ces gens-là, en fait, font partie de l'entreprise Le Pavé du Canal. Oui, puisque vous avez dit 12 libraires et une vingtaine de salariés. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, on ne voit pas tout le monde, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais il y a aussi d'autres personnes qui font que ce lieu existe encore. Ce lieu existe et que c'est un lieu merveilleux parce que voilà, on est lecteur, on peut venir demander des conseils sur les mangas, sur les livres de cuisine aussi, on n'en a pas parlé, on aurait pu en parler, mais le tourisme, enfin, etc. Merci infiniment et bravo et puis et bon anniversaire. Merci bien et à bientôt. À bientôt.